On en parle depuis maintenant plusieurs jours des tensions entre la Russie et Israël. La vague d'Alia en Russie pourrait en effet être freinée par la possible fermeture de l'agence juive dans le pays. Le ministère de la Justice s'est prononcé jeudi dernier effectivement pour la dissolution de l'organisation dédiée à l'immigration juive, provoquant un véritable coup de tonnerre en Israël et en diaspora. Certains y voient la volonté de la Russie de sanctionner l'État juif en raison de ses dernières prises de position jugées trop pro-ukrainiennes. Et pour en parler, notre invité, il est avec nous comme tous les lundis matins sur Radio J, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Elana. Et toujours un plaisir de vous retrouver le lundi matin, Denis. Alors chez nos confrères d'i24 News, le politologue Alexander Greenberg affirmait ce week-end que la Russie était, je cite, un État mafieux, sans foi ni loi, où toutes les décisions y sont arbitraires. Vous pensez, Denis, que la Russie veut véritablement punir Israël ? Oui, je pense que c'est plus profond que ça. C'est-à-dire, je ne suis pas convaincu que ce soit à cause de l'attitude d'Israël vis-à-vis de l'Ukraine, puisqu'on n'a pas cessé depuis le mois de février de déclarer, de montrer que l'attitude d'Israël vis-à-vis de l'Ukraine était relativement modérée. Israël ne participe pas aux sanctions. Israël a voté une fois à l'ONU. Les avions, les vols à destination de Moscou et de Tel Aviv continuent de fonctionner. Mais il est vrai que quelque chose s'est grippé. Sans doute peut-être par le fait que Yair Lapid, et celui en tant que ministre des Affaires étrangères, a toujours été le plus... je ne dirais pas le plus hostile, mais en tout cas le moins chaleureux à l'égard de Poutine, là où Poutine a été des années cultivé par Netanyahou et également par Naftali Bennett. Naftali Bennett s'était rendu à Moscou. Yair Lapid, on voit bien qu'il est beaucoup plus circonspect. Je ne suis pas certain que ce soit uniquement cette affaire-là. Il faut bien comprendre, hein, la Russie est une démocratie parce que les élections ont lieu, mais c'est une démocratie illibérale et c'est vrai que l'arbitraire est manifeste et notamment à l'égard de toutes les associations, les organisations étrangères. De ce point de vue-là, il faut bien replacer les choses dans un contexte plus général qui n'est pas simplement le contexte juif, c'est-à-dire que de manière générale, toute organisation étrangère est très mal vue en Russie, mais il est vrai que l'agence juive, pendant des années, a bénéficié d'un boulevard. Elle pouvait tout faire, tout organiser. Et là, c'est vrai que voilà, la guerre est favorable à une culture de guerre, donc culture de soupçon. Et voilà, sans doute que les relations sont sans doute moins chaleureuses et que voilà, on tire par. Il faut bien comprendre aussi autre chose peut-être, Ilana, ces problèmes-là entre le gouvernement russe et l'agence juive, mais il y en a eu des centaines, des milliers. À cause du statut un peu particulier, on va certainement y revenir sur le rôle de l'agence juive dans un État qui n'est pas bien sûr l'État d'Israël. Et c'est vrai que cette ambiguïté fait que des problèmes, il y en a eu encore une fois des dizaines, des centaines, mais ils ont toujours été réglés au niveau local, au niveau entre les ministères. C'est peut-être, on pourrait dire, la première fois que on en fait une affaire d'État, qu'il y a une délégation du ministère de la Justice israélien qui devait se rendre à Moscou, elle n'a pas l'autorisation d'entrer. Enfin, là, on sent bien qu'il y a une crise provoquée, alors que des situations de ce genre, on en a eu. Qu'est-ce qu'on reproche, si je puis ici le résumer? On reproche trois choses. La première, la fuite des cerveaux. Ah, vous faites de campagne pour l'immigration et bien entendu que vous allez cibler cette immigration, même si bien entendu, comme vous le savez, la loi du retour est ouverte à tous les juifs, quel que soit leur niveau de formation, d'éducation, sont chômeurs, pas travailleurs, ingénieurs. Je veux dire, Israël ne fait pas de distinction. En même temps, c'est vrai que dans la manière qu'elle a de travailler, elle cible des groupes. Et ça, bien entendu, la fuite de cerveau, la Russie n'apprécie pas. On pourrait dire la Russie des centaines de millions d'habitants, en quoi quelques milliers d'ingénieurs changent quoi que ce soit. Le fait est que voilà, Gorbatchev et Eltsine et les autres n'y ont vu aucun problème. Poutine, c'est effectivement une autre affaire de manche. Hein. On revient. C'est vrai que de ce point de vue-là, quand il dit j'ai la nostalgie de l'Union soviétique, je dirais que l'attitude qu'il a là vis-à-vis de l'agence juive, ça rappelle un peu ce moment-là. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agent juif qui pouvait bien sûr travailler en Union soviétique. Donc c'est vrai qu'on est plus près de ce modèle-là. Est-ce qu'on a voulu sanctionner l'attitude vis-à-vis de l'Ukraine? Moi, j'en suis pas convaincu. Est-ce qu'on a voulu sanctionner les manœuvres militaires qu'Israël fait en Syrie, hein? N'oubliez pas qu'il est quand même l'allié de la Russie.
c'est fort possible. En tout cas, c'est clair qu'il y a une volonté délibérée de la part du gouvernement russe d'augmenter la pression, ne serait-ce que de donner la Oui. publicité à des problèmes qu'il y a eu dans le passé. Mais là, cette fois à qui on donne une grande affaire. Alors la pression s'accentue en tout cas après s'être prononcé publiquement contre l'invasion russe, notamment Pinchas Goldschmidt a été poussé vers la sortie, hein, le grand rabbin de Moscou qui a été démis de ses fonctions après 33 ans de service. On parle de l'agence juive, on parle de l'Alia des Juifs de Russie qui est quand même très importante en Israël. Beaucoup de Juifs du RSS, d'anciennes URSS, résident en Israël aujourd'hui. Alors comment envisager l'avenir des Juifs de Russie aujourd'hui s'il n'y a plus d'agence juive dans le pays? Alors, je dirais qu'il y a incontestablement une tension. C'est sûr qu'on n'est pas dans les années fastes des relations entre Israël et la Russie, et on se sert en quelque sorte de l'agence juive comme une sorte de bouc émissaire. Comment envisager? C'est sûr que là, c'est une phase, c'est le creux de la vague. Est-ce que ça veut dire que c'est définitif? On va voir. La crise peut effectivement aboutir à la fermeture. Qu'est-ce qui se passera en ce cas-là? Écoutez, on va revenir aux années où, c'est vrai, hein, vous l'avez noté, il faut le redire. En général, quand il y a un conflit, des Juifs disent, voilà, c'est le moment d'aller en Israël. Ce qui a beaucoup surpris, c'est que là où on s'attendait à une vaste immigration juive d'Ukraine, elle n'a pas eu lieu, tout simplement parce que les Juifs d'Ukraine ont réagi avec un sentiment patriotique ukrainien et ont dit, c'est certainement pas le moment de monter en Israël quand la patrie est en danger. Hein. Écoutez, imaginez une guerre entre la France et quelques voisins que ce soit, c'est Oui. pas évident que tous les Juifs décident de venir en Israël. Beaucoup diront non, non, je dois rester en France pour sauver la patrie dans laquelle j'ai grandi. Il faut quand même comprendre que le rapport des Juifs à leur patrie est aussi, et en général, beaucoup plus fort que le sentiment très fort qu'on peut avoir vis-à-vis d'Israël. Et donc, ce que je dis, le paradoxe, c'est que d'Ukraine, il y a eu finalement assez peu de Juifs qui ont décidé de venir, et en général ceux qui avaient des familles déjà en Israël. En revanche, c'est de Russie, parce que il faut bien comprendre, du côté russe, c'est le tour d'écrou, c'est le tour de vis. Hein. On sent que ça devient très difficile d'être opposant, d'avoir une idée un peu dissidente. On sent qu'on revient à quelque chose de très autocratique en Russie, et des Juifs se disent c'est le moment de partir. Et donc il y a, dit-on à peu près, hein, d'après les sources de l'agence juive, près de 30 000 Juifs qui voudraient venir en Israël. Alors bien entendu que si l'agence juive ferme ses portes par ordre des autorités russes, il faudra qu'elles empruntent des canaux plus compliqués. J'ai entendu ce matin à la radio israélienne l'ambassadeur d'Ukraine en Israël dire, écoutez, ils le feront par l'Ukraine. Voilà, on va trouver des moyens par les États baltes, etc. On trouvera des moyens. Les Juifs de Russie vont pouvoir quitter la Russie. Vous voyez, on imaginait bien la satisfaction de l'ambassadeur ukrainien de dire, c'est nous qui allons sauver les Juifs de Russie. C'est sûr que ce sera beaucoup plus compliqué. Le rôle de l'agence juive reste un rôle significatif, indispensable, même si c'est pas la seule organisation chargée de l'immigration. Mais en tout cas, c'est vrai que la lune de miel, en tout cas, passe un mauvais moment, un mauvais quart d'heure. Est-ce que ça va aboutir à une crise définitive? On le verra bien, mais c'est vrai que là, voilà, le fait que les choses aient eu une publicité qu'elles n'avaient pas auparavant est un signe inquiétant. Eh bien, on le verra. En tout cas, l'agence juive l'a affirmé. Ses membres ont été convoqués le 28 juillet prochain pour le début de la procédure. On suivra évidemment ce dossier. Alors, dans le reste de l'actualité, Denis, on parle aussi de la situation politique en Israël à 100 jours des nouvelles élections du 1er novembre. Quel scénario se dessine? Eh bien, selon les derniers sondages, aucun des deux grands blocs ne parviendrait à former de gouvernement, et ce scrutin plongerait encore donc le pays dans une impasse supplémentaire. Est-ce que de nouvelles alliances ont encore le temps de voir le jour d'ici 3 mois? Alors, les alliances dont on parle, alors il y en a une qui a eu lieu, c'est celle entre Benny Gantz et Gideon Sa'ar, qui a suscité une certaine surprise, encore que l'un était sur l'aile centre-gauche, l'autre sur l'aile centre-droit. Donc cette alliance n'est pas si exceptionnelle que cela. Et l'idée, effectivement, c'est d'être capable, eux, de sortir la situation du blocage si Netanyahou n'arrive pas à regrouper autour de lui 61 députés et si Yair Lapid notamment est obligé pour le faire de s'allier la liste arabe unifiée, c'est le sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Donc voilà un scénario possible. D'autres alliances dont on parle beaucoup, c'est celle entre le Meretz et le Havoda.
mais la secrétaire du Parti travailliste, Merav Michaeli, semble ne pas vouloir le faire. À partir du moment où au Meretz, on va probablement désigner Zehava Galon, il est probable que le Meretz ne soit plus en danger de ne pas passer le seuil d'éligibilité, et en quel cas, peut-être, il n'y aura donc que 2 listes. On parle également d'une rupture entre Smotrich et Ben Gvir, mais là aussi, j'ai le sentiment que tout ça, c'est mon sentiment et on finira par là, tout ça, c'est parce que, à la différence de l'Italie, qui va aller aux élections en 2 mois, les Britanniques, qui eux aussi doivent aller aux élections en 3 mois, nous, c'est 4 mois. Bien sûr, il ne reste plus que 100 jours, mais 4 mois, avoir décidé qu'il faut attendre 4 mois pour des élections, c'est effectivement insupportable, intolérable. Et donc voilà, on nourrit l'actualité par des possibilités d'alliance dont on ne sait pas finalement si elles vont avoir lieu le jour. Et c'est vrai que ce qui est un peu affligeant, je peux le dire pour terminer, c'est que toutes les questions qu'on pose, c'est avec qui vous allez aller, avec qui vous n'allez pas aller. Or, cette réponse, on ne peut la donner une fois qu'on a le résultat. Si Netanyahou n'a pas besoin de qui que ce soit pour faire sa coalition, eh ben, il ne demandera pas au RAM. S'il en a besoin, il s'adressera au RAM. Même chose pour Lapid. Et donc, ces conjectures qui dépendent d'un résultat qu'on n'aura que le 1er novembre, effectivement, ça nourrit l'actualité, mais sans trop fournir d'aliments, je dirais, très constructifs. Intéressant. Alors peut-être un dernier mot pour terminer, Denis. On s'interroge aussi sur la place du Meretz. On en parle dans la presse israélienne, notamment ce matin, qui célébrait en mars dernier son 30e anniversaire. Aujourd'hui, les médias israéliens indiquent que le parti doit affronter, en plus de ce doute sur la scène électorale, une crise interne qui menace son existence même sur l'échiquier politique israélien. Alors qu'en est-il exactement en quelques mots ? Alors effectivement, le Meretz, c'est une situation très paradoxale. D'un côté, le Meretz qui n'était plus au gouvernement depuis 1999. Vous voyez, c'est énorme. Depuis 1999, il n'y avait plus le Meretz. Eh bien, se retrouve depuis 1 an au gouvernement avec 3 ministères. Et ça a été une situation difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce comportement de cette députée arabe du Meretz et Horowitz n'a pas su exercer l'autorité qu'on était en droit d'attendre de lui, d'autant que c'est lui qui l'avait emmené dans le parti. Donc, et à tel point qu'il a décidé finalement de rester député, de se présenter dans la liste des députés du Meretz au mois de novembre, mais en revanche, il a eu le sentiment qu'il a été désavoué ou qu'il n'a pas su assumer son rôle comme il aurait dû le faire, et donc il a cédé la place. Par ailleurs, Tamar Zandberg, une jeune ministre, c'était son premier poste à l'environnement, a décidé, elle aussi, de faire une pause. Alors, on peut penser qu'elle l'a décidé parce qu'on voyait que la voie royale était creusée pour Zehava Galon, qui est une sorte, je dirais, la grande prêtresse de la gauche israélienne depuis la mort de Shulamit Aloni, qui a toujours été très inflexible sur la question de l'occupation et sur la nécessité d'y mettre fin. Et voilà, pour sauver le Meretz qui risquait de ne pas passer de seuil d'éligibilité, Tamar Zandberg a annoncé qu'elle laissait la voie, comme elles ne s'entendaient pas toutes les deux. Elle reviendra sans doute en politique, mais en tout cas pas pour l'instant. Et Issaoui Frej, député arabe, qui était ministre de la coopération régionale, on dit qu'il va au Maroc, vous l'avez annoncé dans le bulletin tout à l'heure, Issaoui Frej lui a annoncé qu'il était déjà trop âgé et qu'il sortait. Et on a eu comme ça, dans une liste où il y a 6 députés, 3 qui annoncent des changements. Alors c'est vrai que ça crée un bouleversement. Vraisemblablement, Zehava Galon va obtenir un raz-de-marée, elle s'opposera à Yair Golan, et ça donnera sans doute un peu d'oxygène dans un parti qui effectivement a vécu une année à la fois avec des ministères comme on n'en avait pas vécu depuis 20 ans. Merci. Et à la fois dans une situation politique difficile par le départ des uns et des autres. Merci beaucoup Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, qu'on aura le plaisir de retrouver la semaine prochaine sur Radio J.